pour une séance intitulée Entre spectacularisation et critique complaisante, quelle place pour une exploration critique de l'intelligence artificielle? Donc, Marie Lechner est enseignante-chercheuse à l'ESSAD, l'École supérieure d'art et de design d'Orléans, au sein de l'Ecolab, et commissaire d'exposition indépendante, domaine dans lequel elle poursuit l'exploration des enjeux politiques de l'informatique. Marie a auparavant été journaliste au quotidien Libération, spécialiste des arts et des cultures numériques. Elle a également été responsable des programmes artistiques à la Gaîté Lyrique et animatrice du Laboratoire, un lieu de conférences, de performances et d'ateliers explorant les croisements entre art, technologie et société. Donc, dans ce séminaire critique de l'intelligence artificielle, on a déjà évoqué l'agriculture, la police, d'autres secteurs professionnels appliqués par le déploiement massif de l'intelligence artificielle. Et avec Marie Garin, co-animatrice du séminaire, on avait à cœur d'organiser une séance dédiée à la place de l'IA dans les arts et de la critique de l'intelligence artificielle dans le champ artistique. On le sait, l'objet même et la structure du marché de l'art contemporain contribuent à faire que ce dernier soit souvent instrumentalisé pour accompagner et légitimer le déploiement de nouvelles technologies, et particulièrement prégnant vis-à-vis des technologies informatiques, et ce depuis leur tout début, il y a plus d'un demi-siècle. Comme les géants de la tech le savent bien, comme le moindre patron de start-up le sait, et comme l'apprennent aussi les responsables politiques et administratifs, dans l'économie de la tech, le récit est central. L'art permet justement d'esquisser des visions de l'avenir, de construire un récit d'un futur enchanté, un enchantement qui doit non seulement contribuer à attirer les flux financiers des ventures capitalistes, mais aussi contribuer à faire de dispositifs sociotechniques complexes, des objets déjà là, déjà pensés, déjà expérimentés, et de garantir, ce faisant, leur acceptabilité sociale. Faire en sorte qu'ils ne fassent plus vraiment question au stade de leur déploiement opérationnel dans la société. Et à mon sens, je ne sais pas si tu partagerais le constat, mais les multiples événements d'art numérique et autres biennales arts et sciences qu'on a vu poindre à travers le pays et partout dans le monde me semblent assez bien donner à voir ce phénomène par lequel les arts sont enrôlés pour faire la propagande du secteur des hautes technologies. Et en même temps, comme dans tous les champs sociaux, le champ artistique, évidemment, et le champ de l'art contemporain qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, évidemment traversé par des luttes. Il est parfois, souvent, l'espace d'une critique acerbe du capitalisme de surveillance. Il devance même souvent les théoriciens critiques dans la mise à jour de certaines de ces tendances. Il les dépasse lorsqu'il s'agit de faire sentir, d'incarner ces tendances dans des formes, dans des espaces, dans des dispositifs. Et c'est dans ce contexte que l'IA générative fait aujourd'hui irruption dans le champ artistique. Avec elle, l'informatique n'est plus simplement un outil aux mains de l'artiste, elle semble en mesure d'automatiser le travail de l'artiste lui-même. En tout cas, c'est ce que certains aimeraient nous faire croire et Marie va y revenir longuement. Donc, pour nous aider à y voir clair, on est heureux d'avoir ton point de vue. On a une vingtaine de minutes, peut-être davantage. En tout cas, jusqu'à midi et demi. Ensuite, on a jusqu'à midi et demi pour à la fois l'exposé et l'organisation des questions. Pour les personnes qui sont en ligne, quand on arrivera au stade des questions, je vous invite à les inscrire dans la section chat et je les relayerai dans la salle. Merci beaucoup, Marie, c'est à toi. Son. Du coup, Alors, est-ce que là, c'est bon? Ton micro est activé? Normalement, c'est bon. Peut-être juste un petit signe. Oui, Oui, c'est bon? Ouais. OK. Alors oui, comme le disait Félix, au cours de l'année écoulée, les applications de génération de texte et d'images telles que ChatGPT ou DALL-E sont généralisées dans le monde entier et des millions d'œuvres artistiques, images, expositions, livres, journaux ont été récemment produits à l'aide de ces applications qui sont en train de bouleverser en profondeur les métiers de la création. On voit aussi que c'est une poignée d'entreprises qui conçoit et qui développe ces technologies, qu'elles déploient très rapidement à échelle planétaire. Effectivement, le rythme, on a l'impression que c'est encore accéléré, puisqu'entre le lancement des dernières technologies génératives au printemps 2020 et leur disponibilité dans les smartphones, il s'est à peine passé un an, avec pour effet d'invisibiliser ces technologies et de normaliser leur usage.
dans une accélération effectivement de simulation. La récente sitcom autour de l'éviction puis de la réintégration de Sam Altman à la tête d'OpenAI signerait, ça c'est ce qu'on lit dans une chronique du Monde, la victoire des accélérationnistes et des optimistes de l'IA aux dépens des catastrophistes, qui sont en fait les mêmes, et qui alertent régulièrement sur les risques existentiels liés à l'émergence d'une hypothétique superintelligence et qui régulièrement appellent à suspendre la course à l'IA qu'ils ont donc eux-mêmes contribué à développer. En tout cas, quel que soit le camp, leur camp, qu'il soit accélérationniste ou catastrophiste, c'est toujours les acteurs industriels du secteur qui fixent le cadre de la discussion et qui dictent leur agenda. Et effectivement, comme l'ont souligné depuis longtemps Emily Bender, Temit Gebru et d'autres, que focaliser sur des risques hypothétiques à très long terme, c'est qu'une manière de détourner l'attention des inégalités réelles que les IA existantes perpétuent déjà. Et c'est une manière de ne pas adresser effectivement les conséquences du déploiement massif de ces technologies dans la société et d'éviter ainsi tout débat public sur l'intérêt de l'adoption ou non de ces technologies dans certains secteurs critiques. C'est une conversation, on a l'impression, qui était un peu à l'ordre du jour il y a même pas un an, mais qui a été un petit peu balayée ces derniers temps. Donc, les visions sous-jacentes de ces technologies d'IA sont fondées sur des idées façonnées par la perspective d'un groupe très restreint et homogène, une élite technologique qui est située dans quelques villes du Nord et dont les technologies influencent le monde d'une manière qui profite principalement aux gouvernements, aux institutions et aux entreprises pour lesquelles elles ont été conçues. Et ceci, évidemment, bien que les risques ont été identifiés de longue date, biais, discrimination, utilisation abusive des données, asymétrie de pouvoir, surveillance, travail, invisibilisé, précarisé, manipulation de l'opinion publique, sans parler des questions de justice climatique. Donc ça, en fait, c'est comme une sorte de rengaine maintenant, une pression qui ne porte plus trop, mais qui est loin d'avoir été vraiment adressée. Et comme l'écrit, ou comme le rappelle Kate Crawford dans son atlas critique de l'IA, Kate Crawford, qui est elle-même chercheuse chez Microsoft, qui vient de mettre un pied dans le conseil d'administration d'OpenAI, l'un des plus grands mythes de l'industrie de l'IA est que l'IA aurait sa propre existence indépendante. Et comme elle le rappelle, l'IA est toujours incarnée et matérielle, faite de ressources naturelles, de combustible, de travail humain, d'infrastructures, de logistique, d'histoire et de classification. Donc, en fait, de nombreux artistes, en réalité, ont contribué à l'élaboration d'un discours critique visant à démystifier ces technologies. Donc, début avril 2022, du coup, c'est quasi préhistorique, puisque c'était avant le lancement des technologies génératives. Début avril 2022, avec Inke Arns, qui est directrice du HMKV, qui est un centre d'art dédié aux arts médiatiques à Dortmund, et avec l'artiste chercheur Francis Unger, nous avions présenté en fait un certain nombre de leurs travaux dans une exposition intitulée House of Mirrors, AI as Phantasm, et nous nous interrogions sur la manière justement dont l'IA était présentée au grand public, soit effectivement comme la solution technique providentielle à tous nos maux de société, que ce soit la lutte contre la pauvreté ou le dérèglement climatique, soit comme génératrice de peurs apocalyptiques liées au grand remplacement, un récit qui était nourri effectivement par les créateurs même de ces programmes. Et pour des commissaires d'exposition, en fait, on se demandait comment effectivement sortir de ce discours binaire et comment faire atterrir l'IA du champ du récit mythologique en fait dans le champ politique. Il y avait eu une précédente intervention ici aussi, c'est avec Bilal Benbouzid, c'était la journée sur la régulation de l'IA. Et il avait souligné que lui aussi, ce problème de terminologie, en notant que l'expression intelligence artificielle était un cas de sileps en rhétorique. C'est une figure de style qui consiste à employer un mot dans une même phrase, à la fois dans son sens propre,
par métonymie, mais aussi dans son sens figuré par métaphore. Et en fait, cette ambiguïté, on la retrouve régulièrement, avec d'un côté, effectivement, une IA super intelligence qui pourrait parvenir à la conscience, donc qui est complètement abstrait en fait, et de l'autre, un système socio-technique qui impose ses normes et qui est en train d'être implémenté. Et que cette expression elle-même, elle générait, elle jetait une sorte de trouble permanent sur ce dont on était en train de parler. Et pour concevoir justement la scénographie aussi de cette exposition, en fait, on avait choisi justement ce thème du House of Mirror, qui est une sorte de palais des glaces très stylisé, hein, où le visiteur avait son image qui se reflétait, mais dans une version légèrement altérée, un peu comme le ferait une IA. Le palais des glaces est une attraction de foire dont le but est de dérouter, dont l'objectif est de faire perdre un peu son orientation en démultipliant les surfaces réfléchissantes. Et l'exposition visait justement à donner à voir cet envers du miroir, cette tuyauterie nécessaire au système de l'IA, et aussi à donner des éléments de réflexion et de repères pour adresser ces questions. Donc, ce n'était pas une exposition d'œuvres réalisées avec l'IA, hein, je précise, c'était une exposition dont le sujet était l'IA. Donc ça, c'est le HMKV. Peut-être juste un mot aussi pour dire que c'était le cadre d'une recherche auquel participait le HMKV qui s'appelait Training the Archive, qui était menée par le Ludwig Forum sur justement qu'est-ce qu'on pouvait faire avec l'IA et les collections du musée. Et donc, les œuvres qu'on présentait dans cette exposition, je vais les balayer, hein, ce n'est pas l'idée de vous faire visiter l'expo, mais plutôt de vous montrer un peu comment on avait essayé d'aborder cette question. Et comment, effectivement, cette question d'une sorte de réflexion légèrement déformée du réel entrer en jeu. Donc, il y avait des œuvres qui visaient en fait à effectivement montrer un peu l'infrastructure matérielle, toutes les ressources en fait qui étaient nécessaires pour que ces programmes fonctionnent. Donc là, on voit un petit extrait d'Atlas Cloud de Gwenola Wagon et Stéphane Degoutin. Il y avait aussi toute une partie en fait sur le travail humain invisibilisé. Là, vous avez des œuvres du collectif RYBN qui a essayé justement de tracer une sorte d'histoire longue de cette IA depuis les premiers travailleurs dans les usines à calcul de Prony au Turc mécanique, à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait aussi l'artiste italienne Elisa Giardina Papa qui, elle, s'était fait embaucher comme micro-travailleuse en fait, dans une entreprise américaine qui était spécialisée dans la reconnaissance des émotions et qui avait, en s'immergeant dans ce type de travail, essayé de restituer les problématiques que posaient ces dispositifs. Il y avait toute une partie sur l'automatisation ou plutôt la photomation, pour reprendre le terme d'Astra Taylor, qui est une documentariste canadienne, pour montrer qu'en fait, les robots ne sont pas du tout en train de remplacer l'effort humain. En fait, il y a toujours des humains quelque part dans la boucle. Ici, c'est un extrait d'un film de Nicolas Gouraud qui vient de ressortir un nouveau film que je vous conseille sur le même sujet, sur les véhicules operators. Donc, c'est un peu toutes ces humains qui corrigent les trajectoires du véhicule dit autonome. Il y avait tout un tas de réflexions aussi ou d'œuvres qui réfléchissaient sur les problèmes de classification, de catégorisation du savoir, ici avec Anna Ridler, qui s'est penchée un peu justement sur les encyclopédies du XVIIIe siècle pour montrer comment en fait cette classification, les sources de cette tentative de classifier le monde. Il y avait Simone Nickil qui s'est beaucoup interrogée aussi sur la classification dans ce travail qui s'appelle Sorting Song, où elle se demandait justement en fait ce qu'était une chaise, par exemple. En fait, est-ce qu'une chaise c'est
quelque chose sur lequel on s'assoit? Est-ce qu'un caillou devient une chaise du moment où on s'assoit dessus? Donc, en fait, elle posait tout un tas de questions sur la difficulté, finalement, à catégoriser même des objets aussi simples que des chaises et a fortiori des émotions humaines ou d'autres choses. Il y avait aussi ce travail de Libini qui, elle, s'intéressait à la discrimination et notamment, elle a fait tout un travail autour de la classe sociale, de la classification sociale et de la classification au cœur du système de machine learning. Voilà, c'est vraiment pour balayer. Il y avait un travail aussi de Motion Zeraviv qui s'appelait The Normalizing Machine. Là, vous voyez, hein, c'est référence évidemment aussi à l'histoire, au portrait parlé de Bertillon et à qu'est-ce que c'est d'être normal, en fait, quand on est pris dans ces systèmes de reconnaissance d'images. En fait, il fallait se classer par rapport à d'autres si on était plus ou moins normal, et puis on apparaissait sur une sorte de grille. Voilà. Et d'autres articles qui ont essayé aussi de tordre un peu le cou à ces systèmes, comme ici Jack Elves, qui avait fait un projet qui s'appelle le Zizi Show, qui était une sorte de cabaret drague deepfake, qui montrait justement un peu la normativité des jeux de données d'entraînement et qui essayait de les déjouer dans cette proposition. Et peut-être celui qui est peut-être le plus connu dans les milieux un peu plus activistes, qui est Adam Harvey, qui lui Adam Harvey, il a fait un projet avec Jules Laplace qui s'appelle Megapixel, où il a vraiment étudié les grands jeux de données d'entraînement, tous les grands ensembles de données d'entraînement pour la reconnaissance faciale. Et en fait, son travail de recherche avait permis de montrer qu'il y a plein de ces jeux d'entraînement, dont Megaface, etc., dont les images en fait ont été obtenues de manière illégale, sans même que les intéressés soient véritablement au courant. Et ce travail avait été assez fortement médiatisé et avait abouti au retrait de certaines photos. Évidemment, personne n'est dupe, hein. En fait, on ne peut pas vraiment retirer des images une fois que les jeux de données circulent. Je ne vous apprends rien. C'est à peu près impossible de s'en extraire. Mais je pense Adam Harvey, il a été justement, il a alerté, il a écrit aussi pas mal d'articles sur ce sujet, en montrant notamment comment tous les selfies qu'on avait déposés sur les plateformes de Flickr, sous Creative Commons, dans ce moment de don qui était Internet, en fait, où tout le monde déposait un petit peu innocemment toutes ces images sur ces plateformes, et comment, en fait, ces licences CC, Creative Commons, elles n'ont pas vraiment protégé les images qui avaient été déposées, comment elles se sont retrouvées aussi prises dans ce grand scrapping général du web pour développer les outils qui nous sont proposés actuellement. Donc, dans une même critique, pour dire aussi qu'il n'y a pas que des gens qui viennent valider ces technologies, même si en fait toutes ces installations peuvent être contestées, hein, parce qu'on pourrait dire qu'elles reprennent finalement ce qu'elles dénoncent, etc. Ici, c'était le projet Training Humans de Kate Crawford et Trevor Paglen, là aussi à la Fondation Prada, hein. Donc c'est aussi dans ces contextes-là où en fait ils avaient justement essayé de refaire l'histoire de ces grands jeux de données qui ont une sorte d'archéologie des jeux de données qui ont permis de développer les technologies de reconnaissance d'images et qui ont permis quand même de mettre l'accent sur notamment le rôle d'ImageNet, qui a joué un rôle assez décisif dans ces technologies de reconnaissance d'images, et de mettre en évidence les biais, et en tout cas d'amener dans le débat public tout un tas de questions qui étaient finalement peut-être encore un petit peu dans les domaines de spécialistes. Au moins pour ça a eu, je pense, quand même une certaine importance. En ce moment, toujours à la Fondation Prada, ce nouveau projet de toujours de Kate Crawford et Vladan Joler,
Vladan Joler, que vous connaissez peut-être parce qu'il fait ces grandes infographies qui essayent de montrer les grands diagrammes qui montrent un peu toutes les dynamiques à l'œuvre. Et là, ils ont fait une géante infographie que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, mais qui essaye de retricoter cette histoire du lien entre technologie et pouvoir depuis 1500 à nos jours et au-delà. Donc, il y a des efforts, effectivement, quand même, qui sont faits. Mais je ne sais pas si leur voix porte réellement, et ça c'est un peu la deuxième partie de ce que je vais essayer d'aborder, c'est donc cette exposition qu'on avait fait en avril 2002, c'était vraiment la préhistoire de l'IA générative. En fait, entre le moment où cette exposition a eu lieu et aujourd'hui, en fait, il y a eu, enfin, tout a été un petit peu chamboulé à nouveau par les grands modèles de diffusion, que ce soit DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion et autres ChatGPT, qui ont vraiment provoqué une sorte de raz-de-marée et surtout une adoption hyper rapide des usagers, des entreprises, grâce à leur simplicité d'utilisation, puisqu'ils fonctionnent avec des prompts en langage naturel. Donc, du moment où on sait normalement formuler quelque chose, on est capable de générer une image ou de générer du texte. Donc, entre ces deux moments, il y a eu vraiment un boom. Et dans le monde de l'art, on a l'impression que les artistes techno-positivistes, eux aussi, ont gagné en visibilité et ont en quelque sorte imposé leur esthétique techno-esthétique maximaliste. Ça, c'est le terme, n'est pas de moi, mais de Aymeric Mansou. Donc, c'est une sorte d'esthétique portée par ce mythe de la croissance perpétuelle et des ressources infinies. Et je pense que l'œuvre de Refik Anadol, sans doute, pourrait rentrer là-dedans. Refik Anadol, c'est vraiment l'artiste en ce moment qui est le plus médiatique. Son œuvre Unsupervised, comme on peut voir ici, c'est la première œuvre d'IA générative qui est entrée en octobre 2023 dans la collection permanente du MoMA, donc le Musée d'art moderne de New York. C'est aussi la première œuvre d'art tokenisée, donc encodée sur la blockchain. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un don conjoint de deux collectionneurs de NFT. Donc l'investisseur en capital risque Ryan Surer, qui a une des plus grosses collections de NFT, et la FC Art Collection, donc ce qui permet au passage de redorer un peu le blason des cryptoactifs qui sont quand même bien dans le creux de la vague depuis un an. Donc ça a une double occasion de légitimation. C'est rentré dans les collections du MoMA quand exactement? En octobre 2023, donc c'est récent. Et donc, grâce à ce don fait par ces collectionneurs. Et en fait, cette œuvre serait déjà l'œuvre la plus demandée des 200 années de l'histoire du MoMA. Donc, elle fait partie d'une série qui s'appelle Machine Hallucination. Et pour reprendre la formule du MoMA, elle imagine, je cite, « À quoi rêve une machine après avoir vu la collection du Musée d'art moderne ?» puisque, effectivement, ça a été entraîné à partir des 380 000 images en extrême haute def du MoMA. Et ça remétabolise d'une certaine manière cette collection sans l'aide d'une labellisation préalable des images, d'où ce terme de « unsupervised ». Là encore, je cite la communication du musée. L'IA est souvent utilisée pour classer, traiter et générer des représentations réalistes du monde. Par contraste, unsupervised et visionnaire, l'œuvre explore la fantaisie, l'hallucination et l'irrationalité, créant une compréhension alternative de la création artistique elle-même. Donc, ça, c'est une œuvre spectaculaire qui a eu, vous l'avez sûrement vu, parce que c'est vraiment difficile de ne pas avoir vu passer ces images. Elle a eu un énorme succès public, même si elle n'a pas non plus fait l'unanimité critique. Elle a été accessible pendant plus de 50 semaines. Elle a drainé 3 millions de personnes en un an. Et fait notable et souligné par le musée, c'est que les spectateurs restaient en moyenne 44 minutes devant l'œuvre, ce qui est énorme.
Donc, à contempler cette data sculpture hypnotique, fascinante, viscérale, mind-bending, enfin tous les superlatifs qu'on peut trouver dans la presse. Et ça a aussi intéressé Refik Anadol, qui du coup est en train de mettre au point un protocole avec un neuroscientiste pour comprendre, en fait, pour essayer d'expliquer ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui regarde son œuvre et qui est si fascinant. Donc, cette œuvre, elle interpelle au-delà de la question esthétique, en fait, par l'ambiguïté des discours qui l'accompagnent. Refik Anadol, c'est le premier artiste en résidence du programme Google Artist et Machine Intelligence en 2016, au moment où les ingénieurs de Google développaient Deep Dream, qui est l'algorithme de rétropropagation que le quotidien Le Monde avait surnommé la machine à rêve psychédélique de Google. Ce programme de Google, il a popularisé ce terme de rêve pour faire référence aussi à la génération d'images, suggérant qu'il s'exprimerait une forme d'inconscient machinique dont le processus est comparable à l'activité onirique humaine. Donc, d'où ce terme de machine hallucination que Refik Anadol reprend pour toute cette série d'œuvres faites un peu avec les mêmes techniques. Donc, comme le souligne aussi le chercheur Antonio Someni, qui lui fait vraiment une analyse critique esthétique de toute cette production, comme dans de nombreux autres cas, ces processus mathématiques complexes liés aux algorithmes d'apprentissage profond sont décrits à l'aide de termes métaphoriques et anthropomorphiques qui influencent la réception culturelle et politique de ces technologies. Alors, ce qui est intriguant, en tout cas, c'est que Refik Anadol, il se défend de cette position. Il dit que, justement, c'est de la responsabilité de l'artiste. Donc ça, c'était quelque chose qu'il a affirmé lors du festival Photovogue à Milan le 15 novembre, donc tout récemment, où il dit que c'est de la responsabilité de l'artiste de montrer comment ces systèmes d'IA fonctionnent, et lui-même pense qu'il participe à démystifier l'IA. Et voilà, il dit simplement, je veux dire que travailler de manière éthique en open source, en montrant le processus, en créant un espace sûr et sécurisé pour le public, crée vraiment un impact. Utiliser les émotions du cœur sans arrière-pensée, essayer de créer de la joie et de l'espoir pour les gens, c'est vraiment ça qui nous rassemble et crée un feu de camp. Et de fait, c'est vrai, en fait, son système est assez, quand vous regardez l'œuvre, il y a toute une partie qui essaie d'expliquer comment fonctionnent ces algorithmes, etc. Sur son site, il explique tout en détail. On peut vraiment entrer dans le processus quelque part de création. Mais il y a cette dimension, même dans l'œuvre, une proposition de visualisation de la manière dont l'IA perçoit ces images et en génère de nouvelles. Mais on voit qu'en fait, il ne suffit pas d'ouvrir la boîte en fait, et de faire rendre ça transparent pour que, en fait, pour désamorcer certaines critiques. Parce qu'évidemment, cette technologie, elle est bien plus complexe et elle implique une multitude de systèmes de pouvoir interconnectés. Par ailleurs, il y a une sorte de double discours parce qu'à la fois, il y a une affirmation de démystification et en même temps, quand on voit la dimension en fait, du dispositif de monstration, on a plutôt l'impression de voir une sorte d'hôtel à l'IA, puisque ça faisait 9 mètres sur 9 avec des images à très très haute résolution, les plus hautes qu'un réseau de neurones ait jamais créé, puisqu'il fait ça avec NVIDIA, évidemment, qui est leader des calculs en IA, et il utilise le StyleGAN 2 développé par NVIDIA pour produire ses œuvres. Et là aussi, en toute transparence, il affirme que ces systèmes utilisent 2,5 pétaflops de puissance de calcul pour générer ces œuvres, ce qui est assez impressionnant. Il ne donne pas la consommation électrique de cette œuvre qui a été installée pendant plus de 50 semaines d'affilée au MoMA. En revanche, on peut commencer à faire des hypothèses. Ça, c'est une autre de ses œuvres. Anadol, il est très connu pour les déploiements spectaculaires de ces dispositifs dans l'espace public, souvent sur des architectures remarquables. Ça, c'est la dernière en date. C'est la Sphère à Las Vegas. Peut-être que vous avez entendu parler de cette gigantesque bulle
qui est intégralement recouverte de millions de LED programmables et qui a un dôme de 110 mètres de haut. Donc, la taille de l'écran fait 7 terrains de foot. Donc, pour Anadol, c'est l'aboutissement d'un rêve de gosse marqué par Blade Runner et ses écrans publicitaires géants. Ça, c'est ce que lui dit, hein, que c'est ça qui le nourrit. Et donc, c'est le premier artiste, encore une fois, à investir depuis le 1er septembre 2023 cette sphère avec une nouvelle pièce de sa série Machine Hallucination, cette fois alimentée par les images du télescope Hubble, de l'ISS, mais aussi de 300 millions d'images publiques de fleurs et de faune, de parcs nationaux dans le monde, et aussi des données de vent et de pression de l'air récoltées par les capteurs éoliens à Las Vegas. Parce qu'il faut aussi comprendre que l'artiste se présente comme un ardent défenseur de la nature. Donc, dans la même conférence au festival Photovogue, il déclare « La nature est pour moi la chose la plus intelligente que nous ayons et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons la préserver », avant d'expliquer comment il pense s'y prendre pour préserver la nature avec l'IA. Donc, et pour appuyer donc, son propos, il parle d'une collaboration qu'il a fait avec un peuple autochtone d'Amazonie à Acre. Donc, il leur a fait réaliser plein de dessins qu'il a fait ingurgiter à ses algorithmes pour en faire et qu'il a associé à des données météorologiques pour avoir le côté dynamique des œuvres, données météorologiques de cette forêt donc pluviale menacée, ce qui lui a permis de générer une collection de NFT dont la vente a permis de récolter 3,2 millions de dollars. Donc, encore une fois, il explique, voilà, on a levé 3,2 millions pour eux, pas de banque, pas de gouvernement, pas d'institution, ouvert, transparent sur la blockchain. Et l'an prochain, ils vont pouvoir construire leur premier musée, leur première école et leur première que je n'arrive plus à lire. Donc, il explique qu'effectivement, cet art peut être, que l'art a du pouvoir, l'IA peut être puissante, éthique et fonctionnelle, etc. Donc, on voit que voilà, que le NFT, ça pourrait être une solution. On peut aussi acheter des NFT, d'ailleurs, il suffit de connecter son wallet sur la sphère de Las Vegas. Donc, sphère dont la vocation est d'être un gigantesque panneau publicitaire. Hein. Ça, c'est quand même l'objectif de cette sphère, qui est une catastrophe écologique à elle toute seule, puisqu'elle consomme, et là, il y a une étude qui est sortie, 95 000 mégawatts. C'est la consommation annuelle de la salle, soit l'équivalent d'énergie consommée par 20 500 ménages français sur un an. Donc, ça crée, si je ne rentre pas dans les détails, mais cette sphère elle-même, elle a créé plein de problèmes en termes de gestion de l'approvisionnement en électricité à Las Vegas. Mais ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse, quoique. Donc, on pourrait aussi rajouter effectivement la consommation considérable que nécessite l'entraînement des systèmes d'apprentissage. Le studio Refik Anadol, il emploie une quinzaine de personnes, data scientists, architectes, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont collecté et téléchargé plus de 4 milliards d'images, ce qui en fait le plus grand jeu de données accumulé par un groupe créatif. Donc, c'est assez unique, effectivement. Et le studio, il entraîne plus de 400 modèles d'IA. Mais là encore, Anadol tient à préciser, nous nous focalisons sur une seule chose, sur la mémoire collective de l'humanité. Nous ne travaillons jamais avec des données personnelles, ni avec des données privées. Nous regardons les choses qui, je l'espère, appartiennent à l'humanité, comme la Renaissance, la nature, les nuages, l'eau, les fleurs, les arbres, les océans, les villes qui appartiennent à tout le monde. Voilà, donc ça, c'est le genre de discours qui est véhiculé avec ce type d'œuvre. Donc, c'est vraiment l'idée d'une collaboration productive entre l'artiste et l'IA, et pour le bien, évidemment, de l'humanité. Et on voit que Anadol n'est pas trop regardant avec ses commanditaires. C'est intéressant de savoir que James Nolan, qui est le propriétaire de la sphère,
Il est aussi propriétaire du Madison Square Garden, et il est actuellement mis en cause parce qu'il se sert de la reconnaissance faciale pour refuser l'entrée au concert aux spectateurs fichés pour l'avoir critiqué publiquement, ainsi qu'aux avocats qui défendent ses adversaires. Et il est actuellement poursuivi pour usage illégal de ces technologies et violation de la vie privée de ses fans. Donc ça, c'est pour le propriétaire de la sphère. Anadol, il figure aussi parmi les artistes de cette exposition Dimension, Digital Art Since 1859, vraiment une historiographie très spécifique de l'art numérique, qui a eu lieu à Leipzig au Pichlerwerk cette année, du 19 avril au 9 juillet. Et c'est une exposition qui a été très controversée parce que le principal sponsor de cette exposition, c'est Palantir avec l'opérateur Deutsche Telekom, donc l'entreprise américaine cofondée par le milliardaire libertarien Peter Thiel. Palantir qui, au passage, vient de remporter le marché pour refondre le système de santé britannique. Avec la NHS, ce qui inquiète pas mal les patients. Il y a beaucoup d'articles qui sortent ces jours-ci. Donc, l'activité principale de cette entreprise qui est spécialisée dans l'analyse de données, c'est la surveillance. Et elle travaille avec les agences de renseignement et les organisations militaires un peu partout dans le monde. Et cette entreprise a aussi été critiquée pour sa coopération avec l'administration Trump, notamment pour l'usage d'un logiciel de l'entreprise qui a été utilisé pour tracer les migrants mineurs et leurs parents aux États-Unis. Donc, cette exposition, en fait, spectaculaire, elle présentait 60 œuvres réparties sur 10 000 mètres carrés. Et les médias rapportent une tempête d'images immersives qui passe soigneusement sous silence en fait, les aspects plus controversés de ces technologies numériques. Là, je cite la lettre ouverte qui a été initiée par un collectif d'artistes de Leipzig pour protester contre cette exposition. L'exposition Dimension semble être une tentative de détourner le public de toute dimension politique du numérique en traitant l'histoire du numérique avant tout comme un phénomène esthétique. De cette manière, toute question relative au contrôle démocratique des technologies de surveillance et à l'appropriation des données par des entreprises comme Palantir pourra être éludée. Donc, en fait, cette lettre ouverte, alors ça, c'est les petits, voilà, c'était assez low-tech, hein, c'est des petites affiches A3 qu'ils ont placardées un peu partout dans Leipzig. Ils ont eu quand même pas mal de presse, hein, et surtout, leur lettre ouverte a quand même recueilli plus de 900 signatures d'artistes et de professionnels de la culture qui se sont associés à cette lettre pour protester contre ce qu'ils considèrent comme un art-washing qui vise à redorer la réputation ternie ou la réputation de Palantir qui elle-même faisait l'objet, à ce moment-là, en Allemagne, de poursuites judiciaires, puisqu'il y avait 2 de leurs produits logiciels utilisés par la police qui ont permis de croiser des bases de données, ce qui était totalement illégal. Donc, eux-mêmes, ils sont en procès actuellement en Allemagne pour ces raisons. Donc, les auteurs de la lettre soulignent que Palantir a en outre eu droit à une tribune substantielle lors du symposium. Et effectivement, là, ça devient carrément surréaliste. Par exemple, ça, c'est donc le symposium qui a accompagné l'exposition, où on voit que certaines tables rondes ont été carrément modérées par des personnalités de premier rang de l'entreprise, comme celle consacrée à ChatGPT, modérée par Jan Hisserich, qui était qui est chargé de la stratégie de la communication à Palantir. Et la question, c'était ChatGPT ouvre-t-il la voie à une intelligence artificielle générale? Donc, rien que la formulation de l'intitulé reflète en fait l'idéologie long-termiste dont Peter Thiel est un des promoteurs. Peter Thiel, c'est un des poids lourds avec Elon Musk à avoir investi en 2015 dans OpenAI et a cofondé Palantir. Hein. Donc, et leur objectif avec OpenAI, c'était justement de développer une intelligence artificielle qui profiterait
à toute l'humanité. Donc, effectivement, on voit qu'en 2023, en fait, il y a eu énormément de choses. À la fois le moment où l'intelligence artificielle a inondé la culture mondiale avec ses applications génératives, et des millions de personnes, en fait, ont complètement changé leur manière de chercher, d'écrire, de créer des images. Et en dépit du fait qu'on a vu qu'elle produisait des hallucinations, qu'elle diffusait des informations, qu'elle reproduisait des stéréotypes de manière assez outrancière. Et ça amène à se poser tout un tas de nouvelles questions. C'est qu'est-ce que ça signifie aussi quand ce qui peut être dit ou non, et donc ce qui peut être représenté ou non, révèle d'une poignée d'acteurs privés. Par exemple, Dali, Midjourney, etc., c'est des systèmes propriétaires. Et on a déjà vu qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne peut pas demander à leur script, qu'on ne peut pas générer, en fait, parce qu'eux ont choisi de bannir certains mots, comme fascisme, tout ce qui est en lien avec la politique, la nudité, etc. On voit aussi que si on ne peut pas le dire, en fait, on ne peut pas non plus le représenter d'une certaine manière. Donc, ça pose, en fait, pour l'art, l'usage de ces outils pose vraiment des problèmes. L'autre élément, c'est que ça génère aussi une sorte d'inflation visuelle et discursive jamais vue. Les images et les textes générés par millions, ils sont à leur tour en train de se redéverser dans les jeux d'entraînement, avec une sorte de boucle de rétroaction dont on ne sait pas encore trop ce que ça va produire, et qui pose aussi plein de nouveaux problèmes. Là, c'est purement en termes en fait, qu'est-ce qui fait qu'on infuse de la statistique dans de la statistique, qu'est-ce que ça produit au départ. Donc, les artistes là-dedans, il y a à la fois l'importance en fait de comprendre comment ces outils fonctionnent, évidemment, quoi, d'explorer en fait, d'explorer cet espace latent. Mais en même temps, on voit aussi de plus en plus d'artistes qui se détachent de ces outils et qui remettent en question leur usage. Et on voit que en fait, toute stratégie un peu contre-hégémonique actuellement paraît dans ce contexte assez, en tout cas, plus difficile à mettre en œuvre. Et j'avais juste peut-être envie de finir sur cette image qui, en fait, quelque part, deux positions, mais deux projets très différents. Mais ça, c'est à gauche, en fait, c'est voyons voir. À gauche, à ma gauche, il y a une image de Ito Steyer, là. Vous connaissez peut-être cet artiste qui est assez critique sur ces outils et qui a écrit un papier dans la New Left Review sur un concept qu'elle qualifie de mean images pour désigner ces images en s'intéressant à la polysémie du mot mean, qui veut à la fois dire moyen, mais qui veut aussi dire médiocre, méchant. Et elle parle d'images méchantes, parce que ça, c'est une image qu'elle a générée avec Stable Diffusion, en montrant avec son propre nom. Et donc, elle dit, c'est l'image de moi à travers avec le filtre social de l'IA. Donc, une image assez méchante, effectivement, mine. Et de l'autre côté, Chatonsky, qui a utilisé en fait un logiciel de Dream Studio de Google, qui permet en fait de mettre son image, mettre son image dans plein de contextes différents, de faire sa propre autobiographie, enfin une sorte d'autobiographie fictive, donc avec deux positions en fait un peu opposées, dans le sens où effectivement est-ce qu'il faut aller travailler avec ces outils et puis essayer de leur faire de montrer en fait ce qu'ils produisent et de mieux nous les faire comprendre, ou au contraire faut-il utiliser d'autres médias, en fait, comme dans ce genre de dispositif, en fait, c'est-à-dire même où parler de l'IA, mais pas forcément en utilisant ces outils. Enfin voilà, ça reste assez
enfin, ça reste des stratégies à questionner aujourd'hui. Et effectivement, avec l'accélération, c'est pas très, très facile non plus voilà, de développer un discours, un discours critique que les gens peuvent recevoir. Voilà, c'est ça, pour finir un peu là-dessus. Juste, si je peux me permettre quelques questions. Merci beaucoup déjà de cette présentation passionnante et hyper illustrée. Je pense que ça fait un bon panorama de l'état et de la place de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art aujourd'hui. Tu disais en conclusion que c'était plus difficile de nourrir une critique contre-hégémonique dans le monde de l'art aujourd'hui du fait de cet emballement médiatique autour de l'IA générative. C'est du fait Moi, je pense qu'il du y a buzz deux, médiatique? je pense qu'il y a deux éléments. C'est que, en fait, en fait, la question, c'est quand il y a eu les GAN, le premier mouvement de GAN, il y avait vraiment une possibilité pour les artistes d'approprier ces outils, de les entraîner sur leur propre jeu de données, ou même de le faire from scratch, comme Anna Ridler, qui avait carrément constitué toutes les images de son jeu de données de tulipes, etc., entraîner ses propres algorithmes, et faire un système voilà, qui pourrait fonctionner localement et qui pourrait voilà, adresser un certain nombre de problématiques. Aujourd'hui, il y a des artistes qui disent, mais en fait, c'est assez bizarre de continuer à développer ses propres systèmes, puisque en fait tout le monde utilise déjà massivement les systèmes d'IA propriétaires en fait. Du coup, ils se disent est-ce qu'il ne vaut pas mieux investir finalement ce que tout le monde utilise en ce moment pour essayer de mettre à jour peut-être ce qui pose problème dans ChatGPT, dans l'IA générative, etc. Ça, c'est aussi la position de quelqu'un comme David Fati qui travaille beaucoup avec ces outils déjà ready-made, en fait, qui fait des ready-made, en fait, et qui utilise plutôt cette logique-là d'utiliser ces outils, puisque tout le monde les utilise pour voir qu'est-ce que... Mais pour les pour critiques et les pointer. finalités critiques, toujours. En général, c'est quand même des finalités critiques. En tout cas, pour David Fati, c'est sûr. Il a montré comment dans l'arrière-plan d'une photo apparaissaient des casquettes d'officiers nazis dans une manif contemporaine. En fait, c'est un peu tout le jeu de données qui, des fois, surgit dans le champ sans qu'on s'y attend, sans qu'on l'ait demandé surtout. En fait, c'était ça, je crois, surtout son geste. Et, et du coup, effectivement, il y a ça. Et on a vu que, en fait, par exemple, pour faire ses propres systèmes, entraîner ses propres systèmes, là, du coup, on tombe dans des trucs massifs, en fait, en termes de consommation, en termes d'entraînement, en termes d'infrastructures techniques. Enfin, c'est plus ça, c'est pas un artiste seul qui fait ça, c'est carrément des. Après, on pourrait aussi dire, oui, mais ça existe aussi dans l'art contemporain avec des studios, ce qui est tout à fait vrai, quoi. Hein. Et peut-être que Palantir, c'est juste le nouveau Total. On pourrait se dire ça, on pourrait dire, oui, on a aussi vu plein de trucs d'art contemporain financés par Total. Et puis, ouais. Et du coup, Du coup, ouais. pour revenir à ma question, pour toi, c'est le fait que les artistes se mettent à utiliser ces outils commerciaux issus de l'industrie qui fait que la critique contre-hégémonique est plus dure à faire valoir, même si elle conserve une Moi, démarche je pense critique. plutôt que c'est plutôt un problème de circulation et de production d'images. J'ai plutôt l'impression qu'en fait, c'est la quantité. En fait, c'est la quantité qui est. Du coup, en fait, c'est comment est-ce qu'on arrive à sortir des images du flux pour les arrêter et les regarder, les interroger. En fait, en fait, je pense que la problématique, c'est plutôt celle d'une sorte de ce truc génératif qui est de déverser en fait des flux qui font qu'en fait c'est presque le rapport oui, à la quantité d'images en circulation qui peut-être qui va contre ça. Après, encore une fois, je pense vraiment pour les questions sur IA esthétique et histoire de l'art, Antonio Someni a écrit vraiment des articles excellents, très détaillés sur cette question. Qui, moi, un peu à la limite de mon champ, parce que moi, je m'intéresse quand même à l'art qui traite
dire un peu plus directement des enjeux de société. Donc pas forcément à l'IA art en tant que tel, quoi. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Oui, bonjour, merci beaucoup. Est-ce que c'est pas de toute façon quelque chose d'assez typique de l'histoire de l'art contemporain avec son lien avec le capitalisme et avec les institutions muséales, d'avoir des institutions de l'art qui à la fois abordent les productions IA et les productions et la critique de ces productions. On l'a vu avec les NFT aussi, il y a eu une ruée vers les premières œuvres localisées et en même temps une ruée vers les œuvres qui utilisaient les NFT pour les critiquer. Là, il y avait une petite exposition au Pompidou où ils vous montraient les acquisitions. Vous voyez autant des acquisitions d'œuvres un peu banales, classiques, qui utilisaient la technologie sans la critiquer, et beaucoup d'œuvres qui l'utilisaient pour la critiquer. Donc j'imagine que c'est un peu la même chose ici. C'est complètement la même chose parce que, par exemple, l'œuvre de Kate Crawford et Vladan Juler sur l'IA, qui critiquent en fait un peu les systèmes extractivistes de l'IA, sont aussi dans la collection du MoMA. Bien sûr. Ouais. Et sans doute valorisés de manière aussi très forte. Oui. C'était en fait là, c'était plutôt pour montrer, mais du coup, c'était plutôt effectivement pour montrer comment en fait c'est juste qu'il y a des moments, des gros focus sur certains types d'œuvres qui font, voilà, qui deviennent un peu une sorte de référent. Et là, je trouve qu'il y avait juste une dimension vraiment surspectaculaire du dispositif, hein. Enfin une sorte d'inflation dans la quantité d'énergie, la démonstration, le côté IA pour le bien, etc. Donc en fait, c'est plutôt les trucs de temporalité, parce qu'effectivement, quand nous on a fait l'expo, il y avait plutôt un moment en fait propice à les gens étaient hyper disposés ils sont bien entrés dans les œuvres, plein de questions, et c'était riche en fait comme échange. Enfin, je trouvais c'était vraiment intéressant. Et comment en fait, d'un coup, c'est complètement banalisé. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, c'est déjà dans mon téléphone. Donc en fait, la question aussi, c'était comment alors, quel est l'espace qui reste aux artistes pour réellement, je ne sais pas si on peut dire une réelle critique, parce que celle-là aussi risque d'être récupérée assez vite, mais où sont les espaces encore de techno, désobéissance, quoi, alors contre ces technologies. Est-ce que vraiment j'ai quand même peut-être que je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas là. Peut-être je peux juste vous montrer si vous avez 2 minutes. J'avais mis là. Hop. Où est-ce qu'elle est? Pardon. Ou peut-être je vais faire comme ça. Pardon. Hop. Francis Unger, qui est l'artiste-chercheur avec qui j'ai travaillé, qui va devenir assistant professeur d'Ito Steyer, justement. Lui, il a fait en fait une thèse sur les banques de données, sur l'histoire des banques de données. Et il a... Alors, je ne sais pas, est-ce que je partage sur le bon écran ou pas? C'est bon. Je sais pas, est-ce que je partage sur le bon écran? En fait, parce que lui, il a essayé de faire une sorte de petite carte pour montrer les endroits éventuellement où, en fait, où les stratégies possibles. Hop. Je vais juste vous zoomer un peu là-dessus. Voilà, ça pour dire, en fait, c'est pas parce qu'on est on a l'impression d'être un peu dans une sorte de creux de la vague, mais peut-être pour mieux rebondir. En tout cas, il avait commencé à lister les contre-stratégies possibles, et l'une d'elles, c'était notamment, en fait, en réfléchissant justement à ces espaces où en fait on peut générer on génère de plus en plus d'images qui viennent elles-mêmes se retrouver dans les jeux de données. Il parlait de stratégies consistant à vraiment, enfin,
similaire au spam, c'est-à-dire consistant en fait à générer en proportion des quantités d'images statistiques, enfin proportionnellement beaucoup plus importantes que ce que ça représente pour peser en fait dans les weights, dans les poids en fait du jeu de données. Donc des stratégies anciennes hein, d'aller corrompre en fait les jeux de données, mais je ne sais pas si, en fait, vu la taille de ces jeux, je me demande dans quelle mesure hein, ces stratégies elles sont possibles. En fait, parce que ça demanderait Eric qui secoue la tête. Impossible. L'émergence, comme tu disais, l'émergence très rapide d'un seul coup, là, notamment, c'est aussi le produit d'accumulation de données pendant 20 ans sur une infrastructure qui est le web, qui est aussi, qui a été c'est pas envisageable de faire tourner des algorithmes de ce type-là s'il n'y a pas eu pendant 20 ans cette accumulation-là. Donc cette accumulation-là, elle est pas accessible à une personne, à un groupe de personnes, même pas même à 100 personnes, ouais. Même pas 1000 personnes. C'est pas. Alors après, il ne faut pas non plus dire que c'est vrai, parce que ça reste accompagné d'un discours qui porte aussi, qui peut interroger, etc. Mais c'est matériellement et concrètement, effectivement, pas aux échelles. Je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, la personne qui produit ces données, c'est nous. Si tu empoisonnes, si tu contribues à empoisonner, on sait très bien par exemple que les captchas de Google, ils savent une partie. Il y a une partie qui est connue, une partie qui est moins connue. Donc tu peux tester. Alors, après, ça veut dire c'est du travail, hein, parce qu'il faut s'amuser à tester plein de configurations pour essayer d'empoisonner les jeux de données. Alors, est-ce que c'est nous? Avec des corrections, etc. Est-ce que c'est nous? Parce que tu t'évoquais le cas du spam, qui est un volume considérable des échanges, des mails envoyés, etc. Et c'est des robots qui les font. Bien sûr. Les plus gros contributeurs en termes de... Alors, effectivement, après, il faut voir ce que c'est, mais en termes de contenu, entre guillemets, sur Wikipédia, les plus gros producteurs, c'est des robots. C'est des machines, des robots qui sont là pour appliquer des règles, pour mettre en forme, classifier, justement, des choses comme ça. Et au bout du compte, en termes d'édition, ils sont les plus gros contributeurs. Et quand on parle des données qui ont été données, effectivement, on a mis des images. Mais en fait, par exemple, les images sur Flickr, en soi, ce n'est pas suffisant. Il faut les annoter, etc. C'est comme ça que ça devient un vrai jeu de données. Bien sûr, oui. Et ces éléments-là sont pris en charge. Ce n'est pas les producteurs des images, ce n'est pas nous. C'est d'autres entités qui les labellisent, qui ont eu intérêt à labelliser ça, qu'on a payé pour ça, etc. Et si on arrête de donner des images, c'est trop tard. Il faut arrêter de labelliser, mais arrêter de labelliser, c'est arrêter les activités économiques. Non, c'est sûr qu'en termes d'échelle, ça paraît complexe. Après, c'est pas et produire plus d'images, enfin tout ça, ça n'a peut-être pas non plus vraiment de sens. Voilà, ça n'a peut-être pas de sens de faire ça. Le problème, c'est qu'est-ce qui est critiqué dans l'IA? Qu'est-ce que c'est que la critique de l'IA parce qu'on a évoqué le fait que les artistes se positionnent. Ils sont récupérés par des mécènes. Donc les mécènes vont peut-être les instrumentaliser pour se construire des images positives. Éventuellement, ils vont les instrumentaliser en leur demandant, ça a été le cas de Total, qui a mobilisé des artistes pour dire utilisez nos produits, les produits de la pétrochimie, pour faire des œuvres. Et puis, utiliser les Stylegan 2 de NVIDIA, c'est pas exactement. Mais ça, manière. il y a une grosse différence. Là, du coup, c'est pas les produits qu'on utilise, c'est l'appareil de production. On utilise le même appareil de production que les mécènes. Oui. C'est un autre stade. Et du coup, quand on fait une critique de l'IA, spontanément, il vient en tête un panel de critiques des usages, des effets, des nuisances qui sont issues de l'emploi de l'IA.
Mais est-ce qu'on critique l'IA en soi? Puisque, on a d'abord parce que dans une situation où les artistes s'en servent, ils s'en servent avec les mêmes méthodes que, bon, là, un mécène comme Palantir ou autre, avec les mêmes méthodes, les mêmes outils, et quand je dis les mêmes méthodes, c'est y compris l'outil de production. On a tu disais, dans ces studios qui produisent des œuvres par IA, eh ben, on retrouve des data analysts, etc. C'est-à-dire les gens qui travaillent chez Palantir. Oui, même les mêmes gens. Ouais. Il y aurait pu y avoir aussi des choses. On pourrait faire le rapprochement de Total, encore une fois, en disant peut-être qu'il y a eu des ingénieurs chimistes de chez Total à un moment qu'on travaille avec des artistes Sur des matériaux. Sur des matériaux, Mm. etc. Ça existe, mais c'était des produits. Ils n'avaient pas l'appareil de production lui-même. Et derrière, il y a du coup l'appareil de production. Mais c'est pour ça. C'est le calcul. C'est pour ça que la critique de l'IA en soi, en tant que chose détachée de cet appareil de production qui a une histoire et une lignée, c'est une ligne technique. Mais c'est ce qui est, j'ai envie de dire, c'est quand même ce qui est fait, par exemple, tu vois, dans une approche qui est plus cartographique que fait, par exemple, la D'Angela, je veux dire, lui. Enfin, on peut très bien parler de l'IA et sans mobiliser ces outils. Et il y a aussi plein d'artistes qui font ça aussi. Je veux dire, en fait, il y a vraiment beaucoup de pratiques qui ne sont pas de l'IA art, hein, qui sont en fait d'observer l'IA avec des médiums aussi classiques que du papier, un bureau. C'était le cas dans l'exposition. Et notamment ce qu'avait fait RYBN, par exemple, en fait, qui était une immense recherche, mais qui était, dont c'était le propos, mais pas l'instrument, quoi. Et il y en a pas mal d'autres qui font, qui adaptent cette posture. Après, oui. Il y avait des questions en ligne, mais celle d'Asia, je crois, portait justement sur le fait de savoir s'il y avait des démarches critiques qui ne recouraient pas à l'IA pour s'armer, pour produire des œuvres critiques. Donc, on vient d'évoquer ce point. Il y a une question plus spécifique sur l'œuvre d'Anadole au MoMA. Est-ce que cette œuvre est constamment en train d'inférer de nouvelles visualisations sur la collection ou est-ce une inférence fixée et simplement en boucle? Non, je crois qu'elle était complètement parce qu'elle est aussi, ce que j'ai pas dit, elle est index, il y a aussi un micro et une caméra et donc en fait les données en fait qui sont en temps réel, c'est ça qui permet d'avoir un dynamisme et une récurrence des images qui font qu'elles sont jamais identiques. Il y a jamais, oh non, il y a jamais la même image. Parce que souvent, lui, il indexe justement sur des capteurs, ce qui permet de créer aussi plein d'NFT différents. Hein. Parce que sinon, tu as tout le temps les mêmes. Donc, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, c'est pas une question, mais une remarque. Je suis assez perturbé et gêné en tournure par la posture de gens comme Kate Crawford, par exemple, qui, en fait, comme tu le disais, permettent vraiment de mettre dans le débat public un certain nombre de choses tout en étant extrêmement complice à plein de niveaux de l'industrie. Je n'avais même pas vu passer qu'elle était entrée au conseil d'administration d'OpenAI après le… Non, pas elle, pardon. tu m'as Non, fait non, peur. non, non. Ok. Non, 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 non. Ah non, pas du tout. J'ai dit qu'elle était… Ah non, et là, carrément, parce que je pense qu'elle a une parole assez, justement, assez libre. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, non, 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 c'est Microsoft qui est entré D'accord, oui, bien sûr. au conseil d'OpenAI, pas du tout Kate Crawford. Kate Crawford, ils font ce nouveau projet actuellement avec, qui est assez chouette, qui s'appelle Knowing Machines, où en fait, où il y a pas mal de ressources que je trouve… notamment, en fait, toutes ces choses-là sont vraiment très intéressantes. Et là aussi, hein, c'est à l'américaine, donc c'est financé par des fondations. Donc ça, c'est le système un peu…
Et ça me fait penser aussi au travail aux artistes Oli Herndon et Matthew Dryhurst, qui sont aussi très visibles ces derniers mois, qui produisent par exemple une voix synthétique de l'artiste pour la faire rejouer et chanter d'autres des morceaux artificiellement générés. Mais qui font ça aussi. Qui font aussi ça. Donc ça, c'est un mécanisme d'opt-out pour permettre aux artistes d'enlever leurs données, leurs œuvres des datasets qui entraînent les IA. Ils se voient aussi commanditer des œuvres, je crois, des statuts pour certaines boîtes de la Silicon Valley. Et donc, il y a cette position à la fois de critique, d'aménager l'IA à travers ce type de mécanisme pour permettre un rééquilibre des rapports de force dans cette nouvelle économie ouverte sur ces produits, enfin, cette nouvelle phase d'automatisation en réalité. Et aussi un discours un peu vague sur la portée en fait, esthétique, artistique de leurs œuvres. Personnellement, je ne trouve pas extrêmement convaincant, mais ça m'évoquait un petit peu les discours que tu rapportais d'Anadole autour de son œuvre. Et en même temps, voilà, on est aussi obligé de leur reconnaître une certaine pertinence dans les prises d'initiative, mais clairement, voilà, c'est plus je ne sais pas si on faisait une espèce d'homologie avec le champ de la critique politique de l'IA, on serait dans une approche plus réformiste, d'aménager à la marge. Oui, oui, c'est ça, parce qu'Anadol, il est vraiment, enfin, le discours qu'il tient, je pense que c'est quand même beaucoup plus extrême d'une certaine manière que Oli Herndon et Dryhurst, mais où lui, il est vraiment du genre une sorte d'optimisme absolu dans une sorte de co-création avec l'IA. C'est ça, hein. Le discours, du coup, c'est aussi le discours de Herndon et Dryhurst. En fait, c'est les artistes qui ont pas de... enfin, qui ont choisi ça, en fait, qui ont choisi de se dire, bah, en fait, comme on ne maîtrise pas les agendas, de toute façon, en fait, comment utiliser ces outils de manière créative dans un esprit de collaboration. Et c'est ce qu'il y a aussi dans les... ça, c'est le discours principal, hein, de toute façon, le discours de co-création. C'est celui qui est en train, dans les écoles d'art, dans le design, c'est ça qui est le plus audible en ce moment. De dire non, mais il ne faut pas tout rejeter, il y a des trucs super à faire avec. Il faut juste bien connaître les problématiques qui sont liées à la génération de langage. Voilà, en fait, que ça suffit, en fait, si on comprend bien comment ça marche, en fait, d'être capable d'utiliser ces outils sans trop de problèmes pour des outils de collaboration, quoi. Et juste sur Spawning AI, je crois qu'ils ont ils ont pris des fonds de venture capitaliste, c'est une entreprise de mémoire. Sur Spawning AI, le projet là de Have I Been Trained. Ah, ça, je ne sais pas. Il me semble. Enfin, du coup, ça renvoie aussi c'est pas non plus très spécifique dans l'art contemporain que ce processus de financiarisation. Et là, en fait, la démarche, elle n'est pas tant artistique que politique. Mais sur le discours de la co-création, je me demandais, est-ce qu'on, du coup, si on parlait d'une posture critique abolitionniste, de refus de ce nouveau paradigme qui est en train d'emporter le champ artistique, est-ce qu'on la voit poindre à certains endroits, à la fois dans les pratiques des artistes, mais peut-être aussi dans les lieux de formation et d'enseignement artistique? Ça, enfin, moi, je vais quand même beaucoup de discours. Enfin, le discours critique, il existe toujours, hein, il est toujours là, un peu, mais il fait un peu bruit de fond par rapport par rapport en fait, à la réalité de l'usage. C'est ça que je veux dire, en fait. C'est surtout ça. Hein. Et que maintenant, effectivement, comme l'expliquait Sobeni la semaine dernière dans une autre conférence, où il disait, ouais, effectivement, en plus que en fait, les outils de manipulation, elles sont dès la capture de l'image, en fait. Donc, en fait, il y a tout un nouveau régime d'image aussi et de mots qui se met en place qu'on a aussi besoin de comprendre. Parce qu'en fait, si on dit on refuse ces outils, c'est hyper délicat parce qu'on a besoin de comprendre en fait comment ils fonctionnent. On a besoin voilà, du coup, ça paraît. Après, en fait, quelqu'un qui. Je pense. De toute façon, quelqu'un qui fait une œuvre, il va de toute façon être obligé de pousser assez
dans le détail l'usage de ces applications. Après, moi, j'ai pas d'avis très pertinent peut-être sur cette question, quoi. Il y avait en ligne une question de savoir si, mais je pense que tu l'as évoqué là encore en parlant de House of Mirrors, y a-t-il déjà des outils d'IA déployés dans les musées, non pas pour leur dimension artistique, mais pour leur capacité d'analyse, par exemple pour expertiser une toile ou explorer des fonds archives, Ben, archives. Comme dit, là, il y avait ce projet. En fait, Training AI, c'était plutôt un projet critique. Là, pour le coup aussi, il y a énormément d'interviews qui ont été réalisées dans le cadre de cette recherche qu'on peut retrouver en ligne avec tout un tas de gens qui… voilà, et eux, ils ont vraiment essayé de faire une réflexion assez poussée sur qu'est-ce que ça voudrait dire d'utiliser ces outils dans… voilà. Après, il y a déjà eu plein aussi d'expositions commissionnées par des IA. Enfin, c'est un peu la tarte à la crème, non? De délégation de la curation à des programmes. Mais ça s'inscrit aussi dans une sorte d'histoire de… Enfin, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit vraiment nouveau, d'une certaine manière, en fait, ce truc d'explorer d'autres systèmes de curation, c'était déjà un petit peu dans l'air. Comment c'est employé techniquement dans les musées, vraiment, ça sort de mon champ. Ok. Je ne peux pas vraiment répondre. Là, juste sur ce que tu disais à l'instant, il y a des exemples passés d'automatisation des fonctions curatoriales. Non, ou en tout cas de jeux, quoi, de jeux, de protocoles, donc, je sais pas, par exemple, il y avait un collectif d'innovation qui s'était amusé justement à jouer un petit peu avec la logorée artistique du moment en générant des sortes de tweets. C'est un robot en gros qui proposait des œuvres. Tous les jours, il proposait une œuvre en allant collecter un peu des mots plus ou moins random. Et j'ai relu récemment un article qui disait « Ah, mais c'est super parce que maintenant, on pourrait utiliser le predictive artbot d'innovation comme prompt, en fait, pour actualiser les images potentielles, en fait. » Du coup, il y a cette espèce de truc, même un truc critique, voilà, ça peut être complètement aspiré dans cette sorte de machine. Et une question, est-ce que utiliser des systèmes d'IA génératifs pour produire des images, par exemple, c'est nécessairement cautionner le discours industriel? Ne peut-il pas y avoir une approche expérimentale des outils pour interroger leur potentielle dimension esthétique? Ben, si, et il y a même beaucoup de gens qui le font très bien, hein, que ce soit, par exemple, le projet Second Earth de Chatonsky qui essayait un peu de réfléchir sur cette dimension hypermnésique de toutes ces images qu'on déverse et qu'est-ce qui reste en fait si les machines rêvent notre monde, etc. Donc en fait, il y a plein de gens qui explorent en fait les dimensions esthétiques des images. En fait, c'est même ouais, c'est même la principale. Est-ce qu'on peut le faire de manière critique? Moi, je pense qu'il y en a, oui, qui le font de manière critique. Moi, c'est plutôt en fait l'idée de est-ce qu'on arrive vraiment, peut-être aussi parce qu'on est aussi en phase d'acculturation à ces images. Donc peut-être que en fait tout ce qu'on raconte là, d'ici un an, sera complètement obsolète parce qu'en fait on aura nous-mêmes exercé notre œil, notre culture visuelle et qu'on sera tout à fait capable en fait peut-être d'identifier sans qu'il y ait un watermark, je ne sais pas, de certains types d'images. Après, il y a quand même des choses assez problématiques. Ça, c'est aussi Someni qui le faisait remarquer la semaine dernière. C'était, par exemple, dans les banques d'images stock, où il montrait que quand on tapait genre Israël-Gaza, dans la partie images documentaires, et clairement, et même moi, j'étais capable de reconnaître, en fait, il y avait clairement des images générées avec Midjourney, complètement délirantes, et qui étaient en fait dans la catégorie images documentaires. Donc, en fait, on a déjà vu aussi ce que ça, avec la une de Libé, là, sur l'image de l'enfant générée dans les décombres et tout ça, que, en fait, là, on est dans un maelstrom où on est un peu
en train de reposer nos repères hein, pour être capable de lire de lire ces images. Effectivement, et puis le fait que les agences de stock, elles aient d'abord, ils avaient un petit peu fait le dos rond, puis maintenant, ils disent c'est quand même beaucoup moins cher que d'aller payer des photographes. Donc aussi, en fait, c'est aussi ce truc économique qui revient par tous les côtés, quoi. Ouais. En fait, au-delà du champ artistique professionnel, donc avec cette dimension symbolique très forte, donc plein d'activités artistiques dans des champs professionnels qui ne sont pas dans cette avant-garde privilégiée et très valorisée symboliquement, clairement, ces outils, ça va apporter une modification très brutale, sans doute, des rapports économiques. On parlait il y a quelques mois des traducteurs de littérature qui voient leur métier être substitué par des algorithmes de traduction automatique. Les graphistes autour de nous aussi qui s'inquiètent et voient leurs clients passer par ces IA génératifs pour produire des logos. C'est le cas aussi dans le champ d'ailleurs de la programmation informatique où de plus en plus on s'appuie sur ces outils pour gagner en productivité, mais ce qui va aussi forcément s'accompagner de changements assez brutaux dans oui, ou dans la bande dessinée, là, il y a plein de tous les jours des nouvelles initiatives pour faire du webcomics génératif. Donc dans le cartoon, surtout que la bande dessinée, elle s'est massivement, la pratique de la bande dessinée s'est massivement déversée déjà sur les outils numériques plus que sur les albums. Hein. C'est vraiment la toute petite frange de. En fait, l'appareil, en fait, c'est là le dernier truc que j'ai lu, c'est Cartoonéa, je sais plus quoi. C'est genre, vous avez des histoires à raconter, mais vous ne savez pas dessiner. Ben voilà. Il y a toujours des gens qui ont des histoires à raconter. Et donc maintenant, même si tu ne sais pas dessiner, en fait, tu peux faire ton webtoon en 3 clics, quoi. Bon, j'exagère un peu, mais c'est quand même des. En fait, c'est aussi la grande différence. Encore il y a 1 an, quand les artistes bidouillaient avec les GAN, c'est quand même en termes de. Là, il suffit du langage naturel pour déclencher quand même tout un tas de choses qui demandaient quand même un petit peu de savoir-faire technique encore il y a 1 an et maintenant ça passe pratiquement tout par le langage, en tout cas pour les outils qui marchent avec les prompts, quoi. En fait, le problème qui s'annonce derrière tout ça, c'est qu'il va y avoir beaucoup de création et toujours autant d'attention derrière. Et il va falloir qu'il y ait des gens qui regardent tout ça. En fait, autant des œuvres, que ce soit musicales, des spectacles, des tableaux, tout ça, avant elles concentraient un grand nombre de personnes qui les voyaient, et ça c'était référentiel culturel commun. Là, on va avoir une personnalisation de la création et des histoires sur mesure, des destins sur mesure, mais plus rien qui connecte toute personne. C'est déjà bien en route, hein, j'ai envie de dire. Ça fait déjà un moment que c'est en chemin, que l'idée de réalité partagée, je pense qu'elle est vraiment en train de se disloquer à très grande vitesse. Hein. C'est normal déjà, d'ailleurs sur le milieu de la bande dessinée, il y a posé il y a quelques années, donc c'est vraiment une différence à l'époque, mais disons qu'il y a 10-15 ans, quand on était critique de bande dessinée, on était quasiment en capacité de lire, de parcourir la totalité de la production éditoriale de l'année, pour se faire au moins une idée, pas forcément beaucoup approfondir, et que même sans parler de numérisation, déjà le rythme avait déjà suffisamment accéléré il y a longtemps. Donc ça devient inaccessible en fait. On ne peut plus être un connaisseur de la bande dessinée en ayant soi-même parcouru. Voilà, c'est le monde de l'émission, même un monde de produits d'abord et avant tout, et ça veut dire des cycles plus températifs, des tirages de moins en moins grands, mais avec le renouvellement plus rapide. C'est en général pour le livre, et ça l'est aussi pour la bande dessinée. Donc l'attention est déjà de toute façon perdue. Parce que l'attention à tout ce qui est produit est déjà perdue avant
vraiment l'introduction, je pense. En tout cas sur les œuvres. Le livre, par exemple, c'est clair. Merci Marie Lechner pour cette présentation et cet échange. On va clore du coup cette séance. On se retrouve le 16 janvier pour une nouvelle séance du séminaire critique de l'intelligence artificielle avec